Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des Blue Jackets de Columbus, prédiction de l'année 2018-2019. L'an dernier, les Blue Jackets de Columbus, une fiche de 45 victoires, 30 défaites, 7 défaites en temps supplémentaire, un total de 97 points. On a terminé au quatrième rang de la division métropolitaine et on a été éliminé en première ronde contre les Capitals. Donc, à quoi vont ressembler les Blue Jackets? D'entrée de jeu, j'aimerais dire que les Blue Jackets, j'avais pas hâte de parler des Blue Jackets, simplement parce que c'est une équipe qui va être très, très difficile à prédire. L'Avalanche, les Blackhawks, ça a été très intéressant. On a pu les décrire, on a pu voir de quoi ça avait l'air, puis on a une bonne idée de quoi on pourrait s'attendre. Pour les Blue Jackets, c'est pas aussi évident. Pour l'instant, allons voir ce que les Blue Jackets ont à offrir. Premièrement, on a ici des années de 97 points, de 108 points, 76, 89 et 93 points. On a fait les séries à 3 reprises. De tout ce temps-là, juste pour garder en tête que les Blue Jackets ont un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey, donc Sergei Bobrovsky. Au cours des 5 dernières années, Bobrovsky a eu la meilleure des performances, que ce soit pour le nombre de victoires et pour le pourcentage d'efficacité. Donc, Bobrovsky, il figure parmi les gardiens de but élites de la Ligue nationale de hockey. Et c'est pour dire que ce gardien de but qui figure parmi l'élite, bien, il se trouve qu'il a amené l'équipe en série 3 fois sur 5 et les 3 fois qu'il a fait les séries ont été éliminés en première ronde. Donc, est-ce que ça vous rappelle un peu les Canadiens de Montréal? Les Canadiens de Montréal, c'est Carey Price. Puis Carey Price, puis au cours des 5 dernières années, de quoi ça a l'air, les Canadiens, c'est pas si terrible. Donc, allons voir de ce quoi ça a l'air. Donc, les Blue Jackets ont un historique qui est très médiocre. Panarin, pour l'instant, est le joueur qui génère de l'attaque. On peut dire qu'il a été bien entouré de Cam Atkinson et du jeune Pierre-Luc Dubois, mais cependant, sans Panarin, les Blue Jackets n'ont pas d'attaque. L'avantage numérique à 17,2%, c'est insuffisant. L'équipe, j'ai déjà parlé de 3 participations en 5 ans, mais dans leur historique, 4 participations aux séries en 19 ans. C'est inacceptable. Euh, Prochain point, ils n'ont jamais remporté une ronde des séries. L'an passé, ils ont remporté leurs 2 premiers matchs des séries contre les Capitals, puis ont trouvé le moyen de en perdre 4 de suite. Et finalement, petit point qui va à l'amélioration, c'est que John Tortorella a apporté de la stabilité et a amélioré la situation de l'équipe. Donc, l'équipe, pour l'instant, semble être une équipe qui est capable de faire les séries au moment présent. D'ici quelques semaines, ça pourrait ne plus être le cas. On va en parler un petit peu plus tard. Pour l'instant, les changements dans l'entre-saison, on peut voir Riley Nash et Anthony Duclair. Riley Nash, je le vois jouer un rôle efficace sur un troisième trio, bien entendu. Pour ce qui est, par exemple, de Anthony Duclair, ça c'est beaucoup plus difficile à prédire. Anthony Duclair, certaines personnes disent que c'est un gars qui devrait être dans la Ligue américaine de hockey, qui n'a pas sa place dans la Ligue nationale de hockey. Certains vont dire que Duclair, à sa première année, il a bien performé, il devrait être capable de s'éclore s'il est bien entouré. Moi, je suis de ceux qui disent que Duclair, ça pourrait être sa dernière année pour faire ses preuves. Ça passe ou ça casse. Par le cas de Ryan Nash, c'est un gars de troisième trio, à mon avis. À Columbus, on a besoin d'un attaquant top 6. On a besoin d'attaquants qui sont capables de supporter l'attaque, de créer des opportunités de marquer. Un joueur qui est capable d'aller marquer 50 points et plus. C'est ça qu'on a besoin à Columbus. Nash n'apportera pas ça à Columbus, à mon avis. Continuons maintenant avec les joueurs les mieux payés. On commence avec le gardien de but, Sergei Bobrovsky. Comme à Montréal, on a Carey Price. Au deuxième rang, on a Artemi Panarin, le joueur le plus important de l'équipe parce que c'est lui qui va générer de l'attaque. Au troisième rang, Cam Atkinson qui joue aux côtés de Panarin. Au quatrième rang, Brendan Dubinsky qui fait un bon joueur de deuxième trio. Au cinquième rang, Nick Foligno. Foligno aussi pourrait jouer sur le deuxième trio. De ce que j'entends dire, Foligno, c'est un gars qui est capable d'aller chercher 50-60 points par saison. Je suis pas sûr s'il est capable d'aller chercher 60 points, mais un gars de 50 points, un gars de deuxième trio, fort probable. Voyons voir ce qu'on a à la relève maintenant. À la relève, on a Vitaly Abramov, un jeune qui est issu de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et il est également le meilleur prospect de l'équipe. Et c'est bizarre, hein? On a Pierre-Luc Dubois, qui est la meilleure recrue. Là, on amène Vitaly Abramov, qui pourrait être le meilleur joueur de relève également de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, je suis bien content de voir à Columbus qu'on est capable de développer des jeunes joueurs en provenance du Québec. Ou du moins en provenance de la Ligue du Québec. Ensuite, à l'attaque, toujours, on a Liam Foudy et on a Jonathan Davidson. À la défensive, on a Vladislav Gavrikov
et le gardien Elvis Merzlikins. Et voilà. Le top 6 à l'attaque, ça passe d'abord et avant tout avec Artemi Panarin. Sans Panarin, les Blue Jackets de Columbus se rendront nulle part. Par la suite, on a Pierre-Luc Dubois. Il a eu une très belle saison. Je suis très content pour Dubois. Pardon. Par la suite, on a Cam Atkinson, comme je l'ai mentionné. Et on pourrait suivre sur le deuxième trio avec Boone Jenner, Nick Foligno et Josh Anderson. Quoique je me demande si on serait capable d'amener, par exemple, ici on parlait de Brendan Dubinsky, est-ce qu'on serait capable de l'amener aussi dans un tel rôle? À la défensive maintenant, dans un top 4, on est chanceux parce qu'on a l'un des deux meilleurs paires défensives avec Seth Jones et Zach Werenski. Ici, j'ai mis la photo de Jones quand il avait fait ses débuts avec Nashville, mais il a été à Columbus depuis plusieurs années maintenant. Donc, Seth Jones et Zach Werenski, c'est l'un des meilleurs duos de défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Et Seth Jones, on commence à le voir obtenir des votes pour être candidat au Norris. Donc, à la ligne bleue, la situation est très belle pour Columbus. Deuxième paire, David Savard et Ryan Murray. Pas pire, mais Ryan Murray, ça pourrait être un top 6 plutôt qu'un top 4. Il est à top 4 par défaut dû à son temps d'utilisation. Donc, je compare la défensive et l'attaque. À la défensive, j'aime bien ce que je vois ici. Au milieu, je trouve que c'est moyen. Ici, le top 6 à l'attaque, avec Panarin, ça paraît très bien. Deuxième trio, ça va être pas pire, mais ça pourrait être mieux aussi. Donc, certaines tendances, ce qu'on envoie sur la première ligne, ça paraît bien. Ce qu'on envoie sur la deuxième ligne, c'est moyen. Donc, Columbus peut utiliser des renforts, que ce soit à l'attaque ou à la défense. Pour les gardiens de but, on a Sergei Bobrovsky et on a Jonas Korpisalo. Aucun doute, Bobrovsky est l'un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey, donc j'aime beaucoup le voir. Il va être capable de jouer 50-60 matchs et plus. Jonas Korpisalo va s'amener en relève pendant quelques matchs, mais c'est l'histoire de Bobrovsky très clairement. Les points forts de l'équipe, l'une des meilleures paires défensives, je l'ai déjà mentionné. Donc avec Seth Jones, on a des éléments sûrs à la défensive, à la ligne bleue. Bobrovsky est l'un des meilleurs de la Ligue nationale de hockey, je l'ai mentionné. Donc, au cours des 5 dernières années, 30 victoires et plus H chaque année. Il y a un pourcentage d'arrêt en moyenne de 918, ce qui est bien. C'est très bien. Donc, avec le meilleur gardien de but des 5 dernières années, les Blue Jackets paraissent bien devant les filets. Défensivement, on paraît quand même bien, surtout lorsqu'on peut compter sur un gars comme Seth Jones. À l'attaque, Dubois semble être une valeur sûre. Donc, ça, c'est un point très important. Cependant, il faut aller voir les points faibles et ça commence avec un manque à combler à l'attaque et au top 6. Donc, comme je disais, le top 6 est moyen. Duclair et Nash, on les amène en renfort, mais ce pas des joueurs qui ont la valeur que les Blue Jackets ont besoin. Oui, ils vont remplir un rôle, ils vont être utilitaires, mais ce pas des joueurs d'impact qu'on a besoin. Peu de place pour les jeunes, ça c'est un autre point faible. Mais il y a un autre point faible, bien sûr, un point faible. Je vais amener ça comme question ici. Et ça va être la grosse question pour les Blue Jackets. Quoi faire avec Panarin? Si vous ne connaissez pas la situation avec Panarin, il est sur le point de devenir joueur autonome. Donc, c'est sa dernière année, c'est l'année de négociation de contrat. Et Panarin a refusé les offres des Blue Jackets de Columbus. Donc, il ne veut pas signer à Columbus. Ça, c'est clair. Et ça devient un méchant casse-tête pour les Blue Jackets de Columbus. On vient de l'acquérir contre SAD. Panarin est la raison qu'on a été capable de produire à l'attaque. Panarin est la raison qu'on a été capable de retourner en série. Si Panarin doit partir, j'ai l'impression que le château de cartes des Blue Jackets vont s'effondrer tout d'un coup. Donc, pour Panarin, est-ce qu'il va signer avec Columbus? La réponse au moment présent, c'est non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'échange? Oui. J'ai bien l'impression que c'est ça qui va se produire. Mais là, il faut évaluer quel scénario qui va se produire. Est-ce que Panarin va être échangé à date limite des transactions? Si c'est le cas, j'ai l'impression que les Blue Jackets vont perdre beaucoup de valeur lors du retour de la transaction. Est-ce qu'il va être échangé avant le début de la saison? C'est possible, mais j'ai comme l'impression que ça ne se produira pas. J'ai comme l'impression que les autres équipes de la LNH vont être hésitants avant de se lancer dans une transaction. Et une autre chose, c'est qu'il y a toujours l'option que Panarin signe avec l'équipe et soit échangé
vers une autre équipe. Ça, c'est une autre option. Ou sinon, le directeur général va simplement approcher Panarin, va nous dire donne-nous une liste d'équipes avec qui tu es prêt à négocier. On va t'envoyer vers une de ces équipes lorsqu'on aura une transaction intéressante. Donc, de tout ce que j'ai décrit, ça semble être assez clair, à moins que les Blue Jackets se résoudent à se mettre à terre et à dire OK, Panarin, on s'excuse, on t'offre ce que tu veux. Ça m'étonnerait qu'il le fasse. Il pourrait le faire, mais ça m'étonnerait qu'il le fasse au moment présent. Donc, j'imagine Panarin va demander à être échangé et j'imagine que c'est ce qui va se produire parce que les Blue Jackets ne peuvent pas se permettre de faire la même erreur que les Islanders. On ne peut pas se permettre de simplement laisser partir un John Tavares. Donc, dans ce cas-ci, c'est Panarin. On ne peut pas juste laisser partir Panarin et rien obtenir en retour. On va se tirer une, sinon deux balles dans le pied. C'est pas bon pour l'organisation. Donc, assez au sujet de Panarin. Pardon. Deuxième question, qui peut générer de l'attaque? Parce que si Panarin n'est pas parti, il va falloir se tourner vers Dubois, vers Atkinson, puis après ça, ça va être qui? Est-ce que ça va être, comme je l'ai dit, Nick Foligno? Est-ce qu'il va être capable de prendre plus de responsabilités? Ça, c'est des bonnes questions à se poser. Et les Blue Jackets, ce n'est pas une équipe qui produit beaucoup à l'attaque. C'est une équipe qui est quand même bien équilibrée. On joue en équipe, on joue ensemble, il y a l'esprit d'équipe. On suit le modèle de Tortorella. Mais, malheureusement, on n'a pas d'habileté à l'attaque. Et c'est pour ça qu'on a été chercher Panarin. On avait besoin d'un joueur qui avait les habiletés. Malheureusement, Panarin est sur le point de départ, ou du moins, au moment présent, il est sur le point de départ. Donc, à quoi s'attendre, hein? Prochaine question. Comment remplacer Jack Johnson et Ian Cole? Donc, je parlais de la situation à la ligne bleue. La première paire, excellent. Deuxième paire, ordinaire. Puis, dans le top 6, on peut voir deux vétérans sont partis. Jack Johnson est parti et Ian Cole. Ian Cole a pris la direction de Colorado. Donc, qui va prendre la place de ces deux défenseurs dans le top 6? Ça va être difficile à prédire si les joueurs qui vont prendre la place de ces deux vétérans vont être capables de remplir un rôle efficace. Est-ce qu'ils vont être capables de prendre des grosses minutes de jeu? C'est très difficile à dire au moment présent. Finalement, comment rivaliser avec la division métropolitaine? J'ai parlé souvent que la division centrale était très compétitive, mais la division métropolitaine est tout aussi compétitive. Pardon. Donc, on regarde les équipes, les Rangers de New York, les Penguins de Pittsburgh, on a les Devils du New Jersey qui ont eu une belle saison l'an passé. On a les Capitals de Washington. Je viens de nommer quatre équipes qui sont capables de pousser pour les séries. Ben non. Faites attention parce que les Rangers sont en mode reconstruction. Les Devils, oui. Les Penguins, oui. Les Capitals, oui. On aurait les Blue Jackets qui pourraient être dans le scénario des séries. Les Hurricanes, c'est ça, à quoi s'attendre, les Hurricanes. Faut voir s'ils sont capables. Donc, somme toute, est-ce que les Blue Jackets figurent dans le tableau des séries? Donc, mes prédictions, je dis, on va faire les séries avec Panarin. Si Panarin n'est pas là, on a besoin d'un morceau de retour équivalent pour permettre aux Blue Jackets de vraiment cimenter leur position dans les séries. Si on n'a pas de marqueur, puis si on perd Panarin, les Blue Jackets ne font pas les séries, ça c'est sûr. Même si on a Bobrovsky, même si on a Seth Jones, le fait est que au milieu de l'alignement, que ce soit à la défensive ou à la ligne bleue, à la défensive ou à la ligne bleue, à la défensive ou à l'attaque, je veux dire, pardon, on est moyen. Puis lorsqu'on regarde au bas de l'alignement, à la défensive et à l'attaque, on est en bas de la moyenne. Donc, tout ça pour dire, les Blue Jackets ont besoin de gars comme Panarin. On a besoin d'un gars comme Seth Jones et on a besoin d'un gars comme Bobrovsky. Les trois joueurs se doivent d'être en santé et productifs. Si Panarin est sur le point de départ, ça prend quelqu'un pour prendre sa place. Est-ce que les Blue Jackets vont être capables de prendre un joueur qui va prendre la place à Panarin? Ou si on va être capable de renégocier avec Panarin? Ou est-ce que ça va être une perte? Donc, ça, c'est une grosse question. À mon avis, les Blue Jackets, on est capable de faire une série, on est capable de bien s'organiser, mais il va falloir prendre une décision. Moi, si j'étais le directeur général, je me mettrais à genoux devant Panarin, je dirais j'ai essayé de négocier, j'ai perdu, dis-moi ce que tu veux, moi te le donner sur un plateau d'argent, on a besoin de toi, on ne peut pas se passer de toi. Je ferais ça. Si je serais résolu à faire une transaction,
J'attendrai pas la date limite des transactions, mais je le ferai pas non plus avant le début de la saison. Je serai patient. Néanmoins, c'est ce que j'avais à dire. Donc, les Blue Jackets de Columbus, une équipe des séries, mais une équipe qui a besoin absolument de Panarin. Sans Panarin, c'est une autre histoire. Donc, on va arrêter la vidéo là-dessus. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.